Il y a quelques jours, j'entre dans une boulangerie. Il y a une dizaine de personnes qui font la queue devant moi. Je m'attends à ce que les personnes, éventuellement, voient qu'il y a une deuxième caisse qui vient de s'ouvrir à côté, parce que le vendeur vient de nous y inviter en disant « Venez, mesdames et messieurs, rejoignez-moi ici, je viens d'ouvrir cette deuxième caisse. » Eh bien, croyez-moi ou pas, il n'y a pas une personne qui bouge. Les gens restent scotchés dans la première file. Et je suis le seul à faire quelques pas et aller vers la deuxième caisse. Alors, je suis très surpris, je demande au vendeur, je dis « Mais comment vous expliquez ça? C'est quand même curieux. » Vous savez ce qu'il me répond? « Oh, ça c'est des Parisiens, ils ont toujours peur de se faire arnaquer. » Toujours peur de se faire arnaquer. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même grave, vous, un pays dans lequel chacun a peur de son voisin, dans lequel on a atteint un tel niveau de défiance de tous vis-à-vis de tous? Alors, ce sujet de la confiance et de la défiance, en fait, c'est un sujet qui me taraude depuis une bonne dizaine d'années. En fait, j'avais observé que dans des entreprises ou dans des administrations, eh bien, plus il y avait de défiance qui en général naissait au plus haut niveau de ces organisations, que ce soit donc en général au niveau des équipes de direction, des dirigeants eux-mêmes, eh bien plus on pouvait observer du désengagement, de la démotivation, des arrêts de travail, des conflits, parfois même graves ou violents. Et à l'époque, simplement, le problème, c'est que j'observais ce phénomène, mais j'étais incapable de l'analyser précisément, de savoir quelles étaient les composantes précises de cette confiance ou de cette défiance. Donc j'étais incapable de mesurer cette confiance ou cette défiance, et par là même, j'étais incapable, ou j'avais beaucoup de mal à agir concrètement dessus. Ça, c'est l'expérience professionnelle. Et ensuite, sur un plan plus perso, si je puis dire, comme vous, sans doute, il y a eu cet événement qui a été assez frappant, dramatique, il y a quelques années, en 2011. Vous vous souvenez, la révolution des printemps arabes. Ça a touché la Libye, la Tunisie et l'Égypte. Et qu'est-ce qu'on a constaté dans ces pays? Eh bien que des pays dans lesquels les peuples finissaient par développer un niveau de défiance considérable dans leurs élites, qu'elles soient politiques, économiques ou même médiatiques, eh bien ces peuples finissaient par prendre les armes. Et résultat, en général, eh bien ça se transformait tout ça en un véritable bain de sang. Et plus proche de nous, en Europe, en France ou aux États-Unis par exemple, eh bien cette défiance croissante, elle se traduit comment? Par la montée des extrémismes, par les populismes, et voire même par la radicalisation. Et il suffit de voir en France les élections ces dernières années. La montée de ces extrémismes, elle est bien présente, hein, vous le constatez comme moi. Et ça, c'est vraiment très très grave. Alors ce que je vous dis là, eh bien, je l'ai partagé il y a 5-6 ans, en fin 2011, avec une centaine de personnes de mon entourage, ou un peu éloignées, de tous horizons. Et ces gens m'ont dit « Ah mais oui Pierre, bien sûr, tu as raison. C'est un vrai sujet et il faut qu'on agisse sur ce domaine de la confiance et de la défiance. On ne peut pas rester simplement spectateur de ce problème-là. » Donc on a créé ensemble un think tank, c'est-à-dire un groupe de réflexion, l'Institut Confiance, qui a engagé 3 ans de recherche et développement pour, dans un premier temps, tenter de concrètement identifier de quoi on parle. C'est quoi la confiance et la défiance? Tant que ça reste un mot valise, faites-moi confiance, je vous fais confiance, on ne sait pas de quoi on parle, comme je le disais. Et là, donc, on a essayé de comprendre de quoi il s'agissait, pour qu'on puisse enfin peut-être mesurer cela et peut-être agir dessus. Et donc, la bonne nouvelle, oui, il y a une bonne nouvelle, et c'est celle-là que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que oui, la confiance, on sait aujourd'hui de quoi elle est composée. Oui, la confiance, on peut la mesurer. Et oui, la confiance, on peut agir dessus, enfin. Alors, ce travail de recherche et développement dont je vous ai parlé, il a donné naissance à un bel arbre qu'on a appelé l'arbre de confiance. Alors, comme vous le voyez, ce bel arbre,
Eh bien, il est composé de 7 pièces de puzzle. Chacune d'entre elles correspond à un type de comportement ou d'attitude qui contribue à créer un climat de confiance, une culture de confiance, à tous les niveaux. Et si on a présenté cela sous forme de pièces de puzzle, ce n'est pas par hasard, c'est parce que ces différents comportements ou attitudes sont toutes imbriquées intimement les uns dans les autres. Je vais en prendre un premier, celui qui est au milieu à droite, l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur. Alors si je prends celui-là, ce n'est pas vraiment un hasard. C'est parce que pour vous faire un petit aveu, sur celui-là, de facteur comportemental, eh bien, à titre personnel, je ne suis pas vraiment de cette belle couleur verte. Je serais plutôt rouge vif. C'est-à-dire que je suis très éloigné de cette culture-là, de l'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur. Est-ce que vous voulez un exemple récent? Le TEDx, là, qui nous amène à être ensemble aujourd'hui ici. Est-ce que vous savez combien de versions de mon texte que je suis en train de vous dire là, j'ai préparé? Je donne dans le mille. Combien? 5? Ah, allez, faites... C'est quoi les enchères déjà? Non, 27. 27 versions. Et... Merci. Jusque-là, ça va. Tout va bien. Alors, c'est gentil. En tous les cas, ce que je peux vous dire simplement, c'est que les coachs qui nous ont accompagnés formidablement et que je tiens à remercier, eh ben, je peux vous dire que les pauvres, ils se sont farcis les 27 versions, les unes après les autres. Je crois qu'ils n'en peuvent plus. D'ailleurs, ils ont des cernes jusque-là, vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment... Alors, ça, c'est un exemple personnel. Maintenant, je vais vous en donner un deuxième, qui est assez frappant aussi, et intéressant, je crois. C'est un manager d'équipe dans une entreprise qui, lui aussi, avait constaté qu'il était au rouge vif, comme moi, sur ce droit à l'échec ou à l'erreur. Et comment est-ce qu'il a expliqué cela? Eh bien, il a dit la chose suivante, qui est assez étonnante. Il a dit, ah, vous savez, j'ai le syndrome du bon élève. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah, ben oui, vous comprenez, quand j'étais enfant, eh ben, mes parents et mes profs me tapaient sur les doigts dès que j'avais de mauvaises notes. Ça vous parle? Ben, résultat des courses, ça se ressent encore dans mon attitude aujourd'hui. Et quand je suis avec mes collaborateurs et que je leur demande de s'engager, de prendre des risques, de faire preuve d'initiative, de me dire lorsqu'ils ont un problème, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui remonte. Parce que, j'ai beau leur dire ça, ils ressentent que je ne m'autorise pas moi-même au droit à l'échec ou à l'erreur. Donc, de facto, ben, eux, ils ne se l'autorisent pas non plus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un de ces facteurs de confiance, comme celui-là, est au rouge vif, le problème, c'est que ça a des conséquences sur d'autres pièces de puzzle. Et par exemple, si on reste sur l'exemple que je viens de vous donner, eh ben, ça va vouloir dire que ça va entraîner le fait que eh ben, ça va être du chacun pour soi, ça va être de l'hyper-individualisme dans l'équipe de ce gars dont je viens de parler. Donc il y a une coopération qui est très faible, qui est au rouge vif. Et puis même pire que ça, les gens vont se renvoyer la patate chaude. Ça va être, on va se, vous voyez, ah c'est la faute de l'autre. Je me renvoie là, ouais, c'est lui chef qui est responsable du problème. Donc bienveillance zéro. Et puis enfin, troisième aspect, troisième conséquence, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, la prise de risque, la prise d'initiative, etc. Très faible. Les gens n'osent pas non plus. Donc l'acceptation de l'incertitude, du risque et de la complexité, elle est aussi au rouge vif. Alors, la réalité, elle est donc complexe. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais peut-être vous demander d'ailleurs à propos. Là, on parle de moi, des autres, et vous là-dedans. Et vous là-dedans. Alors, vous avez effectivement des petits cartons, là, certains d'entre vous. Pas forcément tout le monde, mais vous êtes certains à avoir des petits cartons vert, jaune, orange, rouge. Alors, je vais vous poser la question à vous, dans le fond. Si vous vous plongez dans votre propre vécu, dans votre propre histoire, dans vos propres comportements, comment vous vous voyez en matière d'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur? Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui se voit au vert, c'est-à-dire plutôt à l'aise avec ça? Allez-y. Qui se voit à l'aise? Oh. Il y en a, mais il n'y a pas foule, hein. Il n'y a pas foule. Merci. Bravo. Qui se voit jaune? Ah, quand même, pas mal. Bien, merci. Qui se voit orange, c'est-à-dire commencer à avoir un petit problème, là. Hein.
Ah, vous êtes assez nombreux. Et qui se voit au rouge? Qui se voit au rouge? Ah oui, vous êtes quand même assez nombreux malgré tout. Bon, donc entre les rouges et l'orange, je pense que vous êtes un peu majoritaire quand même ici. Hein? Eh bien écoutez, bienvenue au club. En fait, mais rassurez-vous, on n'est pas les seuls. On est dans un pays dans lequel il y a une culture du droit à l'échec ou à l'erreur qui n'est pas vraiment au vert. C'est le moins qu'on puisse dire en France. Mais enfin, si ça peut vous rassurer, il n'y a quand même pas que la France non plus. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous voulez que je vous dise rapidement quels sont les 3 autres facteurs qui restent? Vous êtes sûr? Ah, parce que je ne voudrais pas vous frustrer, que vous rentriez mécontent chez vous ce soir. Bon, alors je vais juste les décrire rapidement, hein, plus vite que ce que je n'ai fait pour l'instant. Alors, le suivant, c'est la cohérence entre paroles et actes et l'authenticité. Alors, ça se traduit par la question comment partager et comment et jusqu'où communiquer sur mes intentions. C'est le rapport entre ce qu'on dit et les intentions qui sont sous-jacentes, et qui ne sont pas toujours les mêmes. Et ça peut poser un vrai problème de confiance. Le suivant, il est un petit peu plus complexe à comprendre, c'est ce qu'on a appelé l'indépendance de jugement face au conflit d'intérêts ou au conflit de valeurs. Ça renvoie à la question comment on arrive à concilier des intérêts divergents, voire même contradictoires. Et puis enfin, le dernier, c'est la question du rapport au temps, la temporalité. Alors celui-là, il faut l'entendre sous 2 dimensions, 2 angles. Le premier, c'est le rapport entre le présent et l'avenir. En fait, c'est comment est-ce que vous arrivez à concilier, ou pas, un projet à court terme avec une vision à long terme. Et puis l'autre dimension, c'est le rapport entre le présent et le passé. Quelqu'un qui vous a trahi, trompé, fait un sale coup, voire même planté un vrai couteau dans le dos, eh bien, est-ce que vous allez facilement réussir à oublier, voire même à pardonner cette personne? A fortiori, si vous avez à vivre avec cette personne au quotidien ou à travailler avec elle au quotidien. Reconnaissez que ce n'est pas forcément évident. Alors, la question qui se pose, au final, c'est comment on fait pour faire revenir au vert, vous voyez, belle couleur de l'arbre vert, un arbre individuel d'une équipe, d'une entreprise ou d'un collectif plus large, qui serait plutôt jaune, orange ou rouge vif. Vous voyez, couleur un peu automnale. Ben, c'est pas facile. Et si vous voulez y parvenir, il n'y a pas 50 solutions. Il faut oser faire une chose qui est loin d'être évidente, c'est d'arriver à creuser dans les racines de cet arbre. Et qui dit racine, dit par définition sous-jacent, invisible, voire même inconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on plonge là, dans le champ complexe des croyances, des peurs, des valeurs, de l'héritage culturel, de l'histoire, la vôtre, celle de votre famille, celle de votre entreprise, celle de votre territoire, voire même celle de votre pays. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à extraire ces racines? Parce que l'enjeu, là, il est d'arriver à sortir tranquillement des racines ce qui s'y trouve pour le mettre en débat, pour conscientiser les choses et sortir des non-dits, qui sont pourtant si fréquents. Et c'est toute la difficulté. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a traduit l'arbre de confiance en un outil d'extraction, si je puis dire, qui est un outil qui permet de sortir des racines ce qui s'y trouve. Ça se présente sous forme d'une application web et mobile, d'un outil web et mobile, qui est basé sur une série de questions qui sont posées et qui permettent de définir individuellement ou collectivement la couleur de votre arbre de confiance. Et les résultats de cet arbre, ils se retrouvent dans un document, une sorte de petit rapport, très simple, très rapide à faire, automatique évidemment, et qui peut servir de discussion, d'échange avec un professionnel de l'accompagnement qui a été formé pour cela. Ça peut être un coach, un consultant, un formateur, un enseignant, un travailleur social, un médiateur. Et l'enjeu, en fait, il est justement d'arriver ensemble à prendre conscience de ses propres croyances, de son propre héritage social, de sa propre histoire, pour comprendre exactement de quelle couleur on est et où est-ce qu'on est plutôt peut-être rouge et sur quoi on aurait intérêt à travailler en priorité pour faire revenir au vert un arbre de confiance qui serait peut-être d'une autre couleur jusque-là. Alors, vous pourriez me demander à juste titre, Pierre, toi, là, ton arbre de confiance, là, si tu es au rouge vif sur le droit à l'échec ou à l'erreur, qu'est-ce que tu fais concrètement pour agir là-dessus? Alors, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas de formule miracle.
Hein, je n'ai pas de recette miracle, mais j'ai quand même des petites choses que j'ai essayé de mettre en œuvre depuis un certain temps et que je vais partager, que je vais juste vous donner comme ça, rapidement. La première, c'est d'oser dire les choses. D'oser dire, d'oser partager les erreurs qu'on peut commettre, les échecs qu'on peut éventuellement avoir, et demander de l'aide. Demander de l'aide, oser demander de l'aide. Et c'est pas facile, aussi bien, et j'essaie de le faire vis-à-vis de moi, vis-à-vis de ma famille, de mes enfants, des gens avec qui je travaille. Et c'est vrai que plus on est dans une situation de pouvoir, de responsabilité, moins c'est naturel de faire cet exercice-là, évidemment. Or, c'est là que c'est le plus important de le faire. La deuxième chose, c'est peut-être d'essayer de réduire un petit peu ses ambitions, ses exigences vis-à-vis de soi-même. Vous voyez, de faire un peu, d'ouvrir le petit bouchon de la cocotte minute. Et ça peut faire du bien, de soulever la pression, de réduire la pression. Ça peut être aussi vraiment très, très utile. Et ça renvoie au problème de l'ego, ce qui n'est pas une mince affaire en soi, évidemment. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est que ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que l'arbre de confiance, eh bien, il commence à pousser et à grandir, non seulement dans des entreprises et des institutions, mais aussi dans des écoles. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Et ça sert à quoi? À mesurer la confiance et à agir sur la confiance entre des enfants, des parents et des enseignants. Et il y a une chose qui m'a tout à fait fasciné, c'est ce que, quand j'ai posé la question à des ados, 13-14 ans, qui avaient fait leur arbre de confiance, je leur ai demandé avec qui est-ce que vous auriez envie de discuter des résultats de votre arbre de confiance. Et est-ce que vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Avec nos parents. Est-ce que vous le croyez, ça? Moi, je dois vous dire que je me suis revu à cet âge-là, 13-14 ans, je ne sais pas vous, si vous vous placez à cet âge-là, est-ce que vous auriez facilement discuté de votre arbre de confiance, un sujet aussi sensible que ça, quand même, intime, avec vos propres parents? Hein, ce n'est pas forcément si évident que ça. Et je me suis dit que si on avait là trouvé quelque chose qui permettait de développer les relations de confiance entre des jeunes et leurs parents, et aussi entre des parents et les enseignants, je me disais que là, on faisait vraiment œuvre utile. Alors, mon autre source de satisfaction, c'est que cet arbre, il est né en France, mais il ne grandit pas qu'en France. Il grandit déjà dans des écoles en Ukraine, dans des entreprises et des institutions en Europe et aux États-Unis, auprès de gouvernements de pays d'Afrique, donc un peu partout dans le monde, parce qu'on s'est rendu compte que la confiance et la défiance, c'est un problème universel. Alors, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que je souhaite partager une conviction. C'est que la confiance, ça se cultive. Et comme un arbre, il faut l'entretenir. Sinon, il perd ses feuilles et finit par mourir. Alors, ce à quoi j'aimerais vous inviter, c'est à avoir envie, je l'espère, de peut-être chacun d'entre vous, vous dire que vous avez peut-être envie de prendre un petit arbre de confiance et de le faire grandir là où vous pouvez, au niveau qui est le vôtre, chacun, et je suis sûr que chacun vous pouvez le faire, que ce soit à la maison, dans votre entreprise, dans l'école de vos enfants. Et en fait, l'enjeu, c'est que vous soyez chacun des ambassadeurs de confiance quelque part. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que si nous tous nous faisons cela, de petits arbres de confiance un petit peu partout, on arrivera ensemble à faire grandir une véritable forêt de confiance. Et c'est ça l'enjeu. Et pour passer de la parole aux actes, ce que je vous inviterais à faire, c'est, si vous en êtes d'accord, ceux d'entre vous qui ont envie de cultiver cette confiance avec moi, et là où vous le pouvez, c'est à l'issue de cette séance et avant la pause, lorsque vous vous levez, de venir symboliquement arroser un petit arbre de confiance avec l'arrosoir que vous trouverez là. Là, il y a des petits arbres à côté. Merci de venir pour les arroser. Merci. Merci beaucoup.